Au cœur de la France du XVIIIe siècle, dans les montagnes sauvages et isolées du Gévaudan, une terreur sans nom a semé la mort et la désolation. Entre 1764 et 1767, une créature mystérieuse, surnommée la Bête du Gévaudan, a attaqué et tué plus d'une centaine de personnes, principalement des femmes et des enfants. Son histoire est un mélange glaçant de faits historiques, de légendes et de mystères non résolus qui continuent de fasciner et d'effrayer des siècles plus tard. Tout commence le 30 juin 1764, près du village de Langogne, en Lozère. Jeanne Boulet, une jeune bergère de 14 ans, est retrouvée morte, la gorge déchiquetée. C'est la première victime officielle de la bête. Rapidement, les attaques se multiplient, toujours plus audacieuses, toujours plus sanglantes. Les survivants décrivent une créature terrifiante, grande comme un veau, au pelage rougeâtre, dotée d'une poitrine large, d'une queue longue et touffue, et d'une gueule immense armée de crocs acérés. Certains témoins mentionnent des rayures sombres sur son dos. Le portrait robot est flou, contradictoire, alimentant la panique générale. La bête ne se comporte pas comme un loup ordinaire. Elle semble faire preuve d'une intelligence diabolique, évitant les pièges, ignorant le bétail pour s'attaquer directement aux humains. Elle vise la tête et le cou, décapitant parfois ses victimes. Sa férocité est telle que les paysans, armés de fourches et de fusils rudimentaires, sont impuissants. La peur paralyse la région. Les gens n'osent plus sortir seuls. Les travaux des champs sont abandonnés. Les enfants sont gardés à l'intérieur. Face à l'ampleur du massacre, le roi Louis XV ne peut plus ignorer la situation. La renommée de la bête a franchi les frontières du Gévaudan, devenant une affaire d'État qui ridiculise le royaume de France aux yeux de l'Europe des Lumières. Le roi envoie d'abord le capitaine Duhamel et ses dragons, qui organisent des battues massives. Des milliers de paysans se joignent à eux, peignant la campagne en rouge de leurs gilets pour ne pas se tirer dessus. Mais la bête reste insaisissable. Elle semble se jouer des soldats. Les battues sont des échecs cuisants. Devant l'inefficacité de l'armée, le roi fait appel aux plus grands chasseurs de loups du royaume, les Denneval, père et fils. Arrivés en Gévaudan en février 1765, ils sont convaincus d'avoir affaire à un loup exceptionnellement grand et rusé. Pendant des mois, ils traquent la bête sans relâche, tuant des dizaines de loups, mais les attaques continuent. La population locale, méfiante envers ces étrangers arrogants, ne coopère que très peu. L'échec des Denneval pousse le roi à jouer sa dernière carte. Il envoie son propre porte-arquebuse, François-Antoine, parfois appelé à tort de Beauterne. C'est un homme d'expérience, un héros de la chasse royale. Il arrive avec son fils, des gardes-chasse d'élite et des chiens spécialement entraînés. Sa méthode est plus scientifique, plus organisée. Il étudie les lieux des attaques, interroge les témoins et planifie ses battues avec une précision militaire. Le 21 septembre 1765, lors d'une grande chasse près de l'abbaye de Chazes, François-Antoine et ses hommes abattent un loup énorme. L'animal est gigantesque, pesant plus de 60 kilos. Persuadé d'avoir tué la bête, François-Antoine fait empailler l'animal et le présente triomphalement à la cour de Versailles. Le roi le couvre d'honneurs et de récompenses. L'affaire est officiellement classée. Le Gévaudan peut enfin souffler, mais le soulagement est de courte durée. Après quelques mois d'accalmie, en décembre 1765, les attaques reprennent avec une violence renouvelée. La nouvelle créature est tout aussi, sinon plus, féroce que la précédente. Pour le roi et la cour, c'est un embarras terrible. Ils choisissent d'ignorer le problème, étouffant les rapports qui leur parviennent. Le Gévaudan est abandonné à son sort. Les paysans doivent se défendre seuls contre un monstre que le roi lui-même n'a pu vaincre. C'est alors qu'un homme du pays, Jean Chastel, entre en scène. C'est un personnage énigmatique, un paysan et aubergiste de la Bessères-Saint-Marie, réputé pour sa piété mais aussi pour son caractère étrange. Le 19 juin 1767, lors d'une battue menée par le marquis d'Apcher, un noble local, Chastel attend la bête à un endroit appelé la Sogne d'Auvers. Selon la légende, il aurait fait bénir 3 balles d'argent par un prêtre. Il aurait aperçu la créature, se serait mis à prier, et la bête, au lieu de l'attaquer, se serait assise devant lui,
comme hypnotisé. Chastel aurait alors tiré, la touchant mortellement. Cette fois, c'est la bonne. Après la mort de l'animal tué par Chastel, les attaques cessent définitivement. La bête est morte, mais l'autopsie de cette seconde créature révèle des détails troublants. Son estomac contiendrait des restes humains. Sa morphologie ne correspondrait pas tout à fait à celle d'un loup. On parle de pattes inhabituelles, d'une membrane sur les yeux, d'une taille et d'une dentition hors norme. Malheureusement, la carcasse transportée à Versailles sans précaution arrive dans un état de décomposition si avancé que le roi, dégoûté, ordonne de l'enterrer sans plus d'examen. Une preuve cruciale est ainsi perdue à jamais. Alors, quelle était la véritable nature de la bête du Gévaudan? Les théories sont nombreuses. La plus simple est celle du loup, ou plutôt d'une meute de loups particulièrement agressifs. La surpopulation de loups à l'époque et la faim auraient pâté Siegandite j'ai pu les pousser à attaquer l'homme. La bête tuée par François-Antoine était bien un grand loup, et celle de Chastel en était peut-être un autre. Une autre hypothèse, plus exotique, suggère un animal échappé d'une ménagerie. On a parlé d'une hyène, d'un croisement entre un loup et un chien de combat comme un dog, ce qui expliquerait sa force et son apparence inhabituelle. Le pelage rougeâtre et les rayures décrits par certains témoins pourraient correspondre à une hyène rayée, mais la théorie la plus sombre et la plus fascinante est celle de l'intervention humaine. Et si la bête n'était pas un animal, mais plusieurs, dressés pour tuer par un ou plusieurs hommes? Un tueur en série sadique se servant d'animaux comme d'une arme pour couvrir ses crimes. Cette théorie se concentre sur la famille Chastel. Jean Chastel et ses fils, Antoine et Pierre, étaient des personnages marginaux, des braconniers violents. Antoine Chastel avait la réputation d'avoir vécu avec des hyènes en Afrique. Aurait-il ramené et dressé des animaux pour assouvir une folie meurtrière? Le fait que Jean Chastel ait tué la bête si facilement, comme si elle le connaissait, est troublant. Et si son acte n'était pas un exploit héroïque, mais une façon de mettre fin à une horreur qu'il avait lui-même contribué à créer, peut-être parce que les choses étaient allées trop loin. Aujourd'hui encore, le mystère de la bête du Gévaudan reste entier. Faute de preuves matérielles, toutes les hypothèses sont possibles. L'histoire a inspiré d'innombrables livres, films et documentaires, devenant une partie intégrante du folklore français. Elle nous rappelle une époque où la frontière entre le monde des hommes et la nature sauvage était bien plus mince et où des peurs ancestrales pouvaient prendre la forme d'un monstre sanguinaire. La bête n'est plus, mais son ombre continue de planer sur les paysages brumeux du Gévaudan, gardienne d'un secret que personne n'a jamais pu percer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les mystères de l'histoire vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À bientôt.